Bonjour à tous. Nous sommes un peu débordés par le succès de cette réunion puisque la salle est complète et pour des raisons de sécurité, on est obligé à la fois de préserver l'accessibilité, enfin les sorties de secours et normalement les couloirs aussi devraient être dégagés. Donc on fait déjà une entorse. Je pense aussi que sur les balcons, c'est limite en termes de sécurité. La conférence sera intégralement filmée et sera mise sur le site de la mairie. C'est une conférence scientifique, donc l'exposé qui va être fait va être totalement développé par Monsieur Clément. Donc je tiens à remercier Monsieur Leterlet, service régional d'archéologie, directeur du service régional d'archéologie, et donc qui relève directement du service de la DRAC et qui suit le dossier depuis que les fouilles ont débuté. Et Monsieur Clément de Mosaïque, de la société Mosaïque Archéologie, et qui travaille sur le site de Saint-Géraud, là aussi depuis le début des fouilles. Et il a eu l'occasion, lui, de voir apparaître ces vestiges bien sûr très importants, on en est tous conscients, et votre présence aussi nombreux atteste de l'intérêt que portent les Aurillacois à ce chantier. Donc c'est Monsieur Clément et Monsieur Leterlet qui vont animer la présentation scientifique du chantier des fouilles de Saint-Géraud. Et c'est maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Leterlet qui va faire l'exposé un peu plus juridique du cadre d'intervention de ces fouilles. Merci Monsieur le maire. Je voudrais solliciter votre indulgence car un refroidissement fait que j'ai eu un petit problème d'élocution. Je voulais simplement resituer la fouille dans le contexte de la réglementation concernant l'archéologie. Donc nous sommes à l'intérieur des périmètres historiques qui ont été déterminés par la DRAC, systématiquement consultés lorsqu'il y a des projets d'aménagement. Lorsque il nous semble qu'il y a, je vais rapprocher le micro parce que je crois que c'est vraiment plus audible. Lorsqu'il nous semble qu'il y a des risques que les projets de travaux portent atteinte à des vestiges archéologiques, nous faisons dans un premier temps une prescription de diagnostic. Donc, en réalité, c'est consiste à faire des sondages de façon à déterminer s'il y a ou non de vestiges archéologiques, leur état de conservation, leur datation et leur nature. Est-ce que ce sont des sépultures, de l'habitat, un sanctuaire, etc. Donc c'est bien comme ça que ça a été fait lorsque l'on a été saisi du projet de licence. Et il y a donc eu un diagnostic qui a été réalisé par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, en 2 tranches, en fonction de l'état d'avancement des démolitions. Donc évidemment, à l'emplacement de Saint-Géraud, on s'attendait à trouver des vestiges correspondant à l'ancienne abbaye, puisque tout le monde sait bien qu'il y avait des vestiges. Ce qui a été trouvé, la surprise que nous avons eue, c'est que, contrairement à ce qu'on s'attendait à trouver, les vestiges sont beaucoup plus conservés que prévu. C'est-à-dire que dans les textes anciens, il était dit que les vestiges, que l'abbaye qui avait été très dégradée à la suite des guerres de religion, avait été rasée et les matériaux récupérés pour construire autre chose. Bon. Ce qui a bien été le cas, mais beaucoup moins que ce qu'on s'attendait à trouver. C'est-à-dire que concrètement, dans un cas comme ça, la plupart du temps, on ne trouve que des vestiges de fondation qui permettent de restituer le plan, mais pas généralement, nous n'avons plus les niveaux de sol et encore moins ce que vous avez tous vu, je pense, des bases de colonnes avec le départ des colonnes, etc. Donc c'est une découverte qui n'est pas
inattendu dans l'absolu, parce que trouver un cloître le long, accolé à une église abbatiale, c'est pas vraiment une surprise. Ce qui a été la surprise, c'est l'état de conservation. Donc, lorsque ces vestiges sont dans cet état sont apparus, donc très tôt dans l'opération qui a été réalisée, nous avons pris des contacts avec la municipalité et Logicense, le maître d'ouvrage, de façon à voir quelles étaient les mesures à prendre. Alors, entre-temps, j'ai crié une petite étape, c'est que donc il y a une première phase de diagnostic. Donc là, on a fait le diagnostic, on a déterminé qu'il y avait des vestiges et qu'il était nécessaire de faire une fouille. Donc la DRAC, le service de l'État, fait une prescription de fouille et établit un cahier des charges scientifiques en conséquence, qui est évidemment en relation avec les résultats du diagnostic. Ensuite, le maître d'ouvrage lance un appel d'offres, en tout cas lorsqu'il s'agit d'un maître d'ouvrage public, et donc un certain nombre d'opérateurs d'archéologie préventive agréés par le ministère de la Culture, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, répondent, et ensuite le maître d'ouvrage fait un choix, comme n'importe quel type d'appel d'offres, à part qu'il y a quelques particularités en ce qui concerne l'archéologie, notamment le fait que le but des travaux est un objectif scientifique, et donc il faut que le cahier des charges stratégiques élaboré par l'État soit respecté dans le projet d'intervention de l'opérateur, et que le responsable d'opération soit compétent dans ce domaine de l'archéologie. Une des particularités de l'archéologie par rapport au marché habituel, c'est le fait que le responsable scientifique de l'opération est désigné nominalement par le préfet de région. Voilà, donc c'est Mosaïque Archéologie qui a été choisi par la licence, et en relation, enfin, l'association exactement Mosaïque Archéologie Acter, deux opérateurs agréés qui se sont groupés pour réaliser cette opération, et c'est M. Nicolas Clément, qui est archéologue médiéviste, qui a été désigné par le préfet de région pour encadrer cette fouille. Pardon. Voilà, donc on en est là. Il devrait y avoir normalement une deuxième tranche de fouille, puisque le diagnostic a été réalisé en 2 phases pour des questions de phasage de démolition des bâtiments, de désamiantage, etc. Le deuxième diagnostic qui a été réalisé en novembre a été positif également, avec la découverte de 2 grands murs notamment et de sépultures. Et donc il va y avoir très prochainement un nouvel arrêté préfectoral de prescription de fouilles avec un cahier des charges scientifiques qui sera transmis à Logicense. Donc il y aura là aussi une nouvelle consultation et un opérateur qui sera désigné, un responsable d'opération. Donc voilà à peu près le cadre juridique en ce qui concerne la fouille elle-même. Je suis vraiment désolé, mais j'arrive vraiment un peu. Donc voilà, donc ça c'est bien la fouille. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'archéologie préventive, c'est une démarche qui a pour but de libérer un terrain. C'est-à-dire que le principe général de la loi sur l'archéologie, c'est que les vestiges archéologiques, on n'a pas le droit de détruire les vestiges archéologiques. Bon, ça c'est le principe général. Il est évident qu'une telle position n'est pas tenable. On ne pourrait faire aucun aménagement dans ce pays. On ne peut pas imaginer de faire une ligne TGV qui ferait du slalom autour des sites archéologiques. En moyenne, à l'échelon national, 1 tous les kilomètres. Vous voyez. Ou n'importe quel type d'aménagement public ou privé. Donc il est prévu, l'archéologie préventive est justement conçue pour ça, c'est-à-dire que
il y a une sorte de marché qui est conclu, c'est-à-dire que le patrimoine archéologique est le patrimoine de la collectivité, au sens large, hein, de collectivité nationale, peut être détruit parce que on ne peut pas bloquer tout l'aménagement dans ce pays, évidemment, mais la contrepartie, c'est qu'on ait sauvegardé la mémoire par l'étude, donc par la recherche archéologique. Fouille, puis présentation publique et publication scientifique. Voilà, donc c'est bien le cadre général de l'archéologie préventive. Donc, on peut estimer que c'est une sorte de contrat, en quelque sorte, entre l'État, qui est l'archéologie fait partie des missions régaliennes de l'État, et le maître d'ouvrage, quel qu'il soit. Donc les vestiges sont enregistrés, les objets prélevés, et une fois que l'ensemble a été documenté, comme on dit dans notre jargon, les travaux peuvent se faire normalement. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez pu constater que l'emprise de la fouille ne correspond pas forcément directement à l'emprise des vestiges archéologiques, mais c'est bien l'emprise de ce qui doit être détruit, ce qui était prévu pour être détruit par les travaux de licence. Après, on reparlera peut-être tout à l'heure d'aménagement par rapport au projet initial, mais c'est bien le principe général. Donc les archéologues passent, enregistrent les données scientifiques, et ensuite les projets sont réalisés. Voilà. Je vais à présent passer la parole à Nicolas Clément, qui va vous présenter, avec une voix en meilleur état, j'espère, les résultats scientifiques de cette première tranche de travaux. Merci.